Les printemps de la cancérologie vont se passer pour la première fois à Marseille. Ce sera donc aujourd'hui, mardi 13 juin, au MUCEM. Stéphane Ellis, bonjour. Bonjour Elsa. Je suis ravie de vous accueillir au micro de Radio JM. Vous êtes oncologue, radiothérapeute et président de l'institution justement de communication et d'information sur le cancer. Parce que, avant toute chose, les printemps de la cancérologie sont bien là pour informer. Exactement. Donc ces printemps de la cancérologie, c'est des journées gratuites. Ça, c'est très important à faire savoir, dédiées au grand public. Et elles s'organisent un peu sous la forme de ce que l'on pourrait qualifier d'université populaire ou université citoyenne. L'idée étant de transférer de l'information, ouvrir le savoir et les connaissances, arrêter cet entre-soi médical-paramédical pour ouvrir un peu et partager avec le grand public ces informations pour que le public se sente plus concerné, plus informé. Et d'autant plus qu'on a la matière aujourd'hui à le faire, puisque on doit débarrasser cette maladie aujourd'hui du cortège le mortifère qui peut lui être associé de façon assez systématique, de cette anxiété qui est dès qu'on dit le mot cancer, évidemment. Exactement. Alors que quand même, on a fait des progrès terribles. Il y a certains cancers qui sont guéris avec des chiffres, des résultats et des pourcentages de réussite exceptionnels. Il y a eu aujourd'hui des innovations de rupture comme l'immunothérapie dont sûrement beaucoup de personnes ont entendu parler, qui ont fait gagner en termes de guérison de très nombreux pourcentages de survie ont été gagnés grâce à cette immunothérapie. Quand on ne guérit pas, on inscrit les patients dans le temps long avec leur pathologie. Donc vous voyez que les innovations thérapeutiques sont faites. Les institutions nationales, internationales s'accordent pour laisser entendre que cette maladie, le cancer, sera très probablement guérie à la fin de ce siècle. On saura le guérir, quelle que soit sa forme. C'est absolument absolument nécessaire de partager ces informations, de communiquer autour de ces informations pour rassurer le grand public sur les innovations qui sont faites. Et aujourd'hui, on en touchera peut-être un mot ensemble tout à l'heure. On s'intéresse autant à l'organe pathologique qu'à la personne porteuse de cet organe pathologique pour une prise en charge globale, ce que l'on pourrait appeler la santé globale, ce que j'aime moi qualifier d'oncologie humaniste, où on s'occupe autant de la chair que de l'esprit, du corps que des sentiments, pour vraiment une prise en charge de l'homme total. C'est ça, on n'a plus un individu malade, on a vraiment quelqu'un avec un nom, un prénom, et on arrive à bien donner cet aspect humain aux malades qui, parfois, on avait l'impression que face aux médecins, qu'on était juste un cas parmi d'autres. Exactement. On s'intéressait, la focale a été portée sur l'organe pathologique. Bon, dans le but de guérir, évidemment, ça partait d'un bon sentiment. C'est nécessaire que de s'occuper de l'organe, de faire de la recherche, d'organiser des stratégies thérapeutiques qui permettent de plus en plus de guérison. Mais ne jamais oublier que nous sommes des techniciens, nous les médecins, mais la cible sur laquelle nous évoluons et que nous travaillons n'est pas une cible inerte. On ne peut pas réifier l'individu, en faire un objet, et que cet individu, bien entendu, est composé de structures émotionnelles, culturelles, sociales, que l'on doit respecter et prendre en compte dans la prise en charge. Et puis on s'est aperçu que l'accompagnement psychologique, le moral du patient avait une véritable importance aussi pour la guérison. C'est absolument nécessaire que de traverser cette épreuve de la maladie, quelle qu'elle soit d'ailleurs. On a mis en place via notre Institut de communication et d'information sur le cancer, je vous dirai peut-être après pourquoi nous l'avons intitulé de cette façon-là, des maisons à Perpignan qui s'appellent les maisons La Tête et les Jambes, des maisons bien-être, et qui prennent en charge le patient pour qu'il puisse traverser cette épreuve avec un respect de tout ce qui le compose. Et d'un côté, on gagne en innovation thérapeutique, en chiffres de guérison, en inscription dans le temps long quand on ne peut pas guérir dans le cadre de la chronicisation. Et en plus, on respecte enfin le patient et tout ce qu'il compose. C'est une modernisation des soins de santé qui permettent vraiment ce que l'on appelle cette santé globale ou cette oncologie humaniste. Absolument. Alors, les printemps de la cancérologie, moi, j'y ai vu, bon, à part que ça se passe quand il fait beau, c'est surtout l'effet de montrer qu'on peut repartir et renaître et avoir repartir après la maladie. Je pense que c'est ça l'image que vous vouliez donner. D'abord, on préférait les appeler les printemps que l'automne de la cancérologie. Oui, et les hivers, c'était pas bon du tout. Les hivers, c'était un petit peu l'anxiogène et pas très enthousiasmant. C'est de communication, donc quand même, il fallait trouver le bon mot. Une mauvaise communication. Et les printemps, oui, parce que on doit pouvoir discuter de cette pathologie, on doit pouvoir ouvrir le savoir et les connaissances pour diminuer l'anxiété qui est... Et puis le mettre à la portée de tous avec des mots simples. Alors c'est ce que l'on fait d'ailleurs à Perpignan, je le dirai en préambule à l'occasion de l'ouverture de ces premiers printemps à Marseille. On est en train de mettre en place un programme de lexicologie adaptée au grand public avec l'université de Perpignan, la chaire
les sciences humaines et sociales, où on travaille pour que les mots qui soient utilisés dans le cadre de ces printemps soient des mots qui aient été déjà travaillés sur un plan scientifique pour faire sens chez le grand public. Bien sûr qu'on se débarrasse de ce que l'on qualifie, de ce qu'on appelle le jargon médical, pour laisser place à des mots dont on est certain qu'ils vont faire sens, qu'ils vont être audibles, entendus et compris par le grand public. C'est un peu la recherche complémentaire que l'on fait dans le cadre de ces journées. Alors, docteur Stefanelli, si vous êtes à Marseille, est-ce qu'il y a un symbole ou est-ce que c'est simplement parce que vous faites un Tour de France quelque part chaque année? Voilà, on fait un Tour de France. Il y a un petit symbole parce que je suis Marseillais. J'ai fait toutes mes études universitaires à Marseille. Je suis parti à Perpignan, j'avais 34 ans. Donc, vous voyez, pendant 34 ans, j'ai vécu ici. J'ai fait mes études de médecine à Marseille. Mais c'est le petit clin d'œil, mais la réalité de ces ça printemps. vous fait plaisir d'être là, voilà. Je suis ravi d'être ici, c'est ma ville, j'y ai mes enfants. Un week-end sur deux, je suis de passage à Marseille de façon systématique depuis plus de 20 ans. Donc c'est encore ma ville de cœur et d'historique familial. Mais effectivement, les printemps de la cancérologie ont pour vocation de mailler aujourd'hui un peu le territoire national. On a fait ces printemps de la cancérologie plus de 10 ans, c'était la 11e année en 2023 à Perpignan. Nous avons développé ce programme à Brest, à Dunkerque. Aujourd'hui, Marseille, on change un peu d'échelle, on passe sur des villes de plus grandes envergures. On a été, je le dis parce que le programme, je ne sais pas si vous l'avez observé attentivement, mais on a monté un peu ces journées dans l'urgence parce qu'on s'y est pris un peu tard, puis on a heureusement eu une fenêtre pour réaliser ces printemps de la cancérologie. C'est avec des médecins aussi d'ici. C'est que des médecins. Alors nous, notre projet, c'est on organise, on met le programme clé en main, on explique un peu ce que l'on fait, et après, c'est les médecins locaux qui décident de ce qui se passe ici sur le territoire qui accueille. Ce qui manque sur ce programme aujourd'hui, c'est qu'on aime bien un panachage public-privé. Là, malheureusement, on n'a pas eu le temps, donc on est allé au plus vite sur des... Mais en principe, l'année prochaine, j'espère que ces printemps vont s'inscrire dans le temps sur Marseille. Évidemment, il y aura des gens du public, des gens de toutes les personnes qui prennent en charge le cancer sur le département, pas simplement les orateurs de cette journée. Donc, ça sera bien plus panaché. C'est notre projet. C'est vraiment qu'on fasse intervenir déjà, on commence, voilà, et les gens on du public, du privé, des instances semi-privées. Comment est vu notre territoire ici, la région au sens large ou Marseille, pour le traitement du cancer? C'est une très très bonne, c'est une très belle région avec beaucoup de richesses en termes de prise en charge en cancérologie, entre les structures hospitalières, universitaires, l'Institut Pauli Calmette, tous les établissements privés qui prennent en charge le cancer. La qualité des soins sur Marseille me semble être de très très grande valeur et de très haute technicité. Donc je pense qu'il peut y avoir pour les Marseillais une certaine réassurance à l'idée d'être pris en charge aujourd'hui dans cette ville. Donc cette journée, ce sont bien sûr des interventions par des spécialistes, mais c'est aussi la possibilité d'échanger. Vous venez, vous faites partie du public, c'est ouvert à tout le monde. L'idée, c'est de pouvoir s'adresser à des spécialistes, de pouvoir parler avec aussi tout ce qui est paramédical, de voir comment se font les accompagnements. L'idée, c'est la connaissance pour tous. Alors l'idée, c'est... On appelait donc cette institution communication et d'information sur le cancer, puisque j'ai eu le plaisir de lire Platon, et le dernier de ses dialogues s'appelle Les lois. Et Platon compare la médecine aux lois, les soins, il compare la médecine à la politique. Et donc il compare dans la médecine les soins aux lois, et il définit deux régimes de prise en charge médicale, celui des médecins pour esclaves et le deuxième, celui des médecins pour hommes libres. Le médecin pour esclaves n'a d'autre projet que de réparer l'esclave qui a subi une maltraitance ou une blessure, pour qu'il puisse à nouveau reprendre ses fonctions, sans aller au-delà. C'est ce que Platon décrit comme une tyrannie, qu'on pourrait qualifier, nous, d'autoritarisme sanitaire. Et le médecin pour homme libre va utiliser la communication, l'information, écouter le patient, l'interroger, écouter l'entourage, interroger l'entourage, expliquer le déroulé du processus thérapeutique, les effets secondaires attendus, demander à la fin l'adoubement du patient pour cette prise en charge thérapeutique. Et ce qui fait la différence entre le médecin pour esclave et le médecin pour homme libre, c'est que le médecin pour homme libre communique, informe et globalement use du langage. Voilà. Et donc, pas le cas avec l'esclave. Le médecin pour homme libre a défini un programme de démocratie sanitaire qui s'oppose à cette tyrannie sanitaire qui est celle du médecin pour esclave, qui n'a pour autre objet que de remettre sur pied le patient sans aller plus loin. Et donc ce que l'on fait avec cette communication et cette information, ce qui a donné l'intitulé de notre institution, c'est d'ouvrir ce savoir, c'est d'ouvrir ces connaissances, c'est de les partager, c'est d'informer, c'est de rendre globalement, pour les patients qui viennent nous voir, il y en a beaucoup à l'occasion de ces journées, de les rendre peut-être plus acteurs, plus responsables de leur prise en charge thérapeutique, pour ceux qui le souhaitent en tout cas. Pour le grand public qui n'est pas venu, on a un objectif finalement de prévention primaire, comment rester en santé, c'est ce que l'on pourrait qualifier de santé citoyenne.
Et pour les médecins qui participent et le paramédical qui participent à ces journées, c'est retrouver aussi un peu le goût de l'empathie, de l'approche compassionnelle, de l'altruisme, de la philanthropie. Tout le monde a beaucoup à apprendre. Ça régénère un peu notre fibre là-dessus. Donc c'est une triangulation entre le grand public, les patients et le corps médical et paramédical qui est un cercle vertueux puisque l'ensemble est assez bénéfique. C'est intéressant ce que vous dites sur le public, comment en fait c'est comment avoir une vie saine pour ne pas, on a toujours l'impression que le cancer frappe de façon indifférenciée. Est-ce qu'il faut, on peut avoir aussi une hygiène de vie qui puisse en tout cas limiter on peut faire de la prévention primaire, elle est faite souvent dans les médias un peu de sport, de grande manger importance, sainement, oui. voilà, du sport, 5 fruits et légumes par jour, ça marche très très bien. Donc ça c'est toute la partie environnementale, mais qui est absolument nécessaire, c'est-à-dire pas trop boire, ne pas fumer, avoir une hygiène de vie sportive, essayer d'avoir des règles alimentaires et hygiéno-diététiques plutôt de qualité. Ça, on peut, c'est pas infaillible, mais on met des chances de son côté. Ça c'est la partie environnementale, mais qui nous quand même protège de l'avènement de certains nombres de cancers. Et puis après il y a une partie endogénétique, c'est-à-dire celle que l'on ne peut pas qu'on ne peut pas maîtriser, qui est liée à nos gènes et qui va déclencher parfois des cancers sans que l'on puisse, malgré l'environnement et la bonne qualité et l'hygiène de vie, après, c'est aussi dire au public, allez voir vos médecins quand vous avez une question et ne pas attendre, parce que très souvent, je suis allé chez le médecin, c'était déjà trop tard. Exactement. Ça, c'est extrêmement important, je trouve qu'on ne le dit pas assez. Oui, bon, ça c'est des règles élémentaires, c'est effectivement ce qu'on partage, et l'idée c'est que de toute façon, bon, on fait de la prévention primaire, puisque ça veut dire prévention primaire, ça veut dire qu'on donne les règles pour rester en santé, cette santé citoyenne, pour être plus responsable de sa santé. Et ça, c'est très important aussi. Donc, on a beaucoup là, d'interventions qui sont faites autour de cette thématique-là. Et c'est surtout aussi d'essayer d'éviter de développer des pathologies tumorales ou cancéreuses. Et c'est surtout, quand on est porteur d'une pathologie tumorale, montrer toutes les innovations qui sont faites et que l'on s'intéresse aujourd'hui, ce que je vous disais, autant à l'organe pathologique, ce qui est absolument nécessaire. On se doit d'apporter aux patients le plus de guérison possible, le plus d'inscriptions dans le temps long quand on ne peut pas guérir, mais qu'on s'intéresse aussi à lui, et donc pour une prise en charge qui devrait aujourd'hui être très rassurante pour les gens qui viennent nous entendre, qui sont porteurs de cette pathologie ou pas, parce qu'aujourd'hui, je crois que cette maladie va devenir une maladie chronique au même titre que beaucoup d'autres maladies chroniques, et peut-être, les instances internationales le disent, d'ici la fin de ce siècle, être curable dans quasi 100% des cas. On l'espère en tout cas. Alors, il y a de nombreuses associations, bien sûr, qui accompagnent les gens atteints de cette maladie, qui permettent de lutter, de les accompagner, et certaines seront présentes, évidemment. Exactement, donc là, je vous le dis pêle-mêle très rapidement, le CAIR, l'Histoire de filles, SOS Cancer, et d'autres associations seront présentes à l'entrée de la salle du MUSEM demain, aujourd'hui 13 juin à 14h. Ouais. Et de fait, j'encourage tous les Marseillais de venir à ces journées. C'est des journées qui ne sont pas du tout anxiogènes. On vient comme ça, pas besoin de s'inscrire. On vient comme ça, il n'y a pas besoin de s'inscrire. C'est en libre accès, c'est donc des journées gratuites. Et on ressort de ces journées plus informé, plus responsable de sa santé et souvent plus rassuré par rapport à l'entrée de la salle à 14h. On finit à 18-19h avec des connaissances qui nous rassurent, parce qu'on est un peu plus acteur de cette prise en charge et on comprend peut-être mieux les choses. Il y aura un travail photographique qui va être exposé de Philippe Marquez qui s'intitule « L'art réparateur ». Qu'est-ce qu'on va découvrir ? C'est un travail merveilleux qu'on a réalisé en 2020, il y a 3 ans maintenant, dans une piscine avec 15 patientes atteintes de cancer du sein. Et on l'appelait l'art réparateur, à l'instar de la chirurgie réparatrice. Cette femme avait subi des chirurgies du sein, soit parfois des ablations complètes, ce que l'on appelle la mastectomie, soit des tumorectomies, c'est-à-dire des ablations partielles, mais qui modifient un peu l'allure du sein. Et ces femmes, on va essayer de le publier d'ailleurs prochainement, pour 14 d'entre elles, donc 14 sur les 15, voulaient se faire reconstruire par de la chirurgie réparatrice. Et on a développé un programme avec Philippe Marquez, qui est un photographe sous-marin, où on a mis ces patientes dans une piscine en inox à Perpignan, une très jolie piscine avec elles étaient dénudées, mais maquillées avec un maquillage waterproof, avec des vêtements sous-marins, et on a fait un travail artistique qui les a mises en valeur, qui a narcissisé leur propre corps, qui leur a redonné de l'estime de soi. Et sur les 14 qui voulaient se faire reconstruire, seulement 2 l'ont fait, et 12 ont accepté leur modification corporelle sans aller jusqu'à la chirurgie réparatrice. Et c'est pour ça que l'on appelait ça l'art réparateur, parce que l'art peut réparer au même titre parfois que des traitements chirurgicaux, et que si l'on mêlait ces soins de support, c'est-à-dire ces soins
soins qui s'occupe de dérouter un peu le patient de sa prise en charge thérapeutique et de lui permettre de se ressourcer. Je suis persuadé qu'on ferait faire beaucoup d'économies au système de santé aujourd'hui, avec des choses beaucoup plus saines, beaucoup plus faciles à mettre en place. Je prends toujours cet exemple où on peut rembourser 20 ans d'antidépresseurs chez des patients. Aujourd'hui, on ne peut pas rembourser une consultation de psychologue en après-cancer. Je trouve ça absolument fou et on devrait aujourd'hui pouvoir, même avec, si ce type de programme se développait, aller voir les tutelles, les caisses et discuter avec eux du remboursement de ces soins et peut-être ferions-nous beaucoup d'économies. Voilà, la réparateur, c'est un très joli programme. On vous montrera, les photos seront affichées à l'entrée de la salle demain, aujourd'hui. Et ça me fait penser à une association que j'avais reçue dans le cadre d'Octobre Rose à Marseille et qui accompagnait les femmes atteintes justement de cancer du sein pour qu'elles continuent à faire du sport. Pendant le traitement et ensuite, et c'est vrai que on se rendait compte de tout ce que ça pouvait leur apporter parce qu'il y a tout ça, tout ce qui gravite autour et qui permet d'accompagner le malade tout au long de la maladie et puis après pour reprendre sa vie en main. Alors la pratique du sport dans le cancer du sein, d'abord c'est un entretien qui est absolument nécessaire, c'est une détente physique, psychique. Bien sûr. Donc et elle a montré dans quelques études qu'elle augmentait en plus la survie des patientes qui pratiquaient, qui continuaient à avoir une activité sportive pendant leur prise en charge. Donc elle a même des vertus en termes de survie, donc essayez autant que faire se peut, bien évidemment, de pratiquer cette activité sportive quand l'état physique le permet, que l'on n'est pas trop fatigué, bien entendu. Une dernière question, est-ce que vous abordez aussi, quand on parle du cancer, on parle du cancer en général, vous parlez aussi du cancer de l'enfant ? Non, parce que on n'a pas encore abordé cette thématique-là. D'abord, moi, je suis pas du tout spécialiste de l'oncopédiatrie. Je présume que vous n'êtes pas spécialiste de tout ce que vous présentez. Je ne suis pas spécialiste de tout exactement. C'est une question que on s'est déjà posée. Oui, ouais. On est sur Perpignan, on n'a pas d'oncologie pédiatrique déjà. Dans les petites villes que l'on a faites jusqu'à présent, Brest, Dunkerque, sont des villes de moyenne importante, il n'y en avait pas. Marseille, il y en a. Peut-être bien sûr une réflexion qu'on pourrait avoir si on s'inscrit dans le temps sur Marseille, par exemple, de faire intervenir des oncopédiatres pour venir nous expliquer quelles sont les innovations, quelles sont les prises en charge spécifiques à celles de l'enfant. Ça pourra bien entendu être mis au programme dans les années à venir. On peut retrouver de toute façon tout le programme, je présume, sur votre site. Voilà, alors le détail du programme. Il y a une page Facebook ici, l'Instagram ici, qui a un site ici qui CIC, donc Institut de communication et d'information sur le cancer, et on retrouvera l'ensemble de tous les programmes que nous mettons en place. Donc l'ICIC chapeaute les printemps de la cancérologie et le développement de ces maisons de soins de support, de ces maisons comme de bien-être, à Perpignan, la tête et les jambes, qui sont organisées comme un appartement. En fait, c'est un appartement où les gens viennent faire une séance de yoga, de qigong, voir une psychologue, peuvent rester le midi déjeuner à la table à manger de l'appartement avec d'autres intervenants, d'autres patients. On crée du lien, de l'humain. On déroute un peu de la prise en charge thérapeutique. Donc on retrouve tout ça sur ICIC, donc on peut regarder la page Facebook et le rendez-vous c'est donc aujourd'hui au MUSEM à 14h pour les printemps de la cancérologie pour la première fois à Marseille. Stéphane Ellis, merci beaucoup. Merci Elsa, merci à vous.